Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 22 mai. À l'initiative de la seule CGT, des milliers de personnes ont manifesté à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Lille pour exiger une meilleure protection des salariés face au licenciement. Outre la CGT, le Parti communiste poursuit sa grogne contre le projet Jospin en la matière. Bientôt, l'immatriculation des cyclomoteurs. Le ministre de l'Intérieur veut imposer cette mesure commune aux gros cylindrés pour la sécurité, la lutte contre la pollution et le bruit. Verdict de 5 ans ferme à Saint-Omer pour le hooligan allemand ayant participé à l'agression du gendarme Nivelle en 1998 à Lens. Révélation sur les conditions de la fin de cavale d'Alfred Sirvin. Celui-ci aurait bénéficié de complicité et de protections importantes. Un géant européen de plus d'1 milliard d'euros vient d'être créé, touchant le monde du sport et de la télévision. Les droits du football et de plusieurs autres sports sont concernés. Et puis nous terminerons ce journal par une curiosité du baccalauréat 2001. À Châtellerault, 10 élèves ont en effet choisi l'option des arts du cirque. Le rouge est mis par la CGT et le Parti communiste alors que le gouvernement de Lionel Jospin propose une modernisation sociale et un renforcement des droits des salariés face au licenciement. La centrale syndicale de Bernard Thibault organisait dans plusieurs villes des rassemblements dénonçant les plans sociaux, les restructurations, mais aussi les lacunes du projet gouvernemental. Les rassemblements ont été d'inégale importance, mais il s'agissait surtout d'accompagner la pression de la gauche non socialiste exercée à l'Assemblée nationale. Commentaire de Nathalie Moisan, Thierry Clopeau et Alexandre Delaval. Réveil en fanfare à l'Assemblée. Les policiers sont les premiers surpris. Dès 7 h, une centaine de manifestants CGT envahissent la place. C'est le premier acte d'une journée de protestation contre les plans sociaux. La CGT veut faire pression sur le gouvernement. Le volet anti-licenciement provoque à l'Assemblée la cacophonie chez les communistes. Hier soir, après une entrevue avec Elisabeth Guigou, Maxime Grémest se disait optimiste. Cet après-midi, il fait volte-face, il se dit berné par la ministre de l'Emploi. Résultat, il annonce qu'il votera contre le projet. La direction du parti, en revanche, n'a pas encore pris position. Ces milliers de licenciements boursiers, il faut y réagir. On attend la gauche sur ce terrain. Eh bien, il faut effectivement qu'elle soit au rendez-vous. Et je crains que pour le moment, sur la base des propositions, on n'y soit pas. À Paris cet après-midi, nouvelle manifestation. Les hôtesses d'AOMR Liberté mènent la danse. Tous les salariés touchés par des plans sociaux sont là. Les moulinettes et les baléos, les petits et les pescinés. La première demande consiste à obtenir des droits à intervenir sur les choix de gestion des entreprises, la possibilité pour les salariés de contester le bien fondé du caractère économique de certains licenciements. Un message repris en province. 2000 manifestants à Marseille, 1 millier à Lyon. À Aurillac, la CGT envahit la chambre de commerce. Directement interpellé, le patron des patrons répond vertement. Cela fait partie de la manière dont on traite les problèmes sous le coup d'émotions et à très court terme. Ce n'est pas comme ça que l'on mettra notre pays en mesure de participer en gagnant dans la compétition européenne et mondiale. Dans les couloirs de l'Assemblée, le PC fait toujours durer le suspense. Le PS demande à ses partenaires d'éviter toute surenchère. Et dans l'hémicycle, Elisabeth Guigou exhorte sa majorité dissonante à mesurer toute la portée sociale de son projet. Ces restructurations peuvent se réaliser sans licenciement et c'est là le but que nous devons nous fixer. Et si des licenciements apparaissent inévitables, il ne faut les admettre qu'en dernier ressort. Les communistes se donnent le temps de la réflexion avant le vote du texte mardi prochain. La modernisation sociale sera en tout cas un sujet de conversation lors du dîner demain soir de la majorité plurielle. Et on se souvient que ce projet de loi, dit de modernisation sociale, est né au lendemain des élections municipales de la succession d'annonces de plans sociaux. Il fallait, pour le gouvernement, réagir aux détresses exprimées par les salariés touchés. Mais, paradoxe, souvent ces restructurations des grandes sociétés s'accompagnent de mesures plus favorables que celles aujourd'hui prévues par la future loi. Explication Jean-Bernard Schmitt avec Émilie Lançon. Rarement visages auront autant ému l'opinion. Des salariés de l'U en larmes à l'annonce de la fermeture prochaine de leur usine. La rue gronde, Danone, Marks et Spencer, les grands groupes licencient et le gouvernement est sommé de réagir. Sa réponse, la loi de modernisation sociale. Mais premier paradoxe, cette loi intervient alors que le nombre de licenciements ne cesse de diminuer en France. En 4 ans, il a presque été divisé par 2.
Deuxième paradoxe. Les grands groupes, montrés du doigt, ne seront finalement que peu touchés par les nouvelles règles. Leurs plans sociaux, à l'exemple de Danone, sont déjà beaucoup plus généreux que le gouvernement ne l'exige. Troisième paradoxe. Les grandes sociétés sont toujours citées, mais 85% des licenciements interviennent dans les petites et moyennes entreprises, où les salariés bénéficient rarement d'un plan social. C'est le plan social qui protège les salariés. C'est grâce au plan social que celui-ci bénéficie des mesures de reclassement. Donc les salariés qui sont dans les PME et qui sont dans des paquets de licenciements, disons, de moins de 10 salariés, ne bénéficient pas de la protection législative et jurisprudentielle des plans sociaux. La dernière limite du projet de loi concerne la santé des entreprises. Les licenciements seront plus difficiles lorsque les sociétés font des bénéfices, mais le texte reste pour l'instant flou pour les groupes qui se restructurent alors qu'ils connaissent des difficultés. Et puis en Haute-Garonne, à Saint-Gaudens, aujourd'hui, des salariés du groupe Péchinet, venus de plusieurs départements, étaient réunis autour de ceux de ce même groupe, mais de l'usine de Marignac, une usine menacée de fermeture définitive. Et puis au lendemain du plan social annoncé dans le groupe AOM Air Liberté, les pilotes et une partie des personnels au sol se sont mis en grève aujourd'hui. Les liaisons avec Marseille, Montpellier et Bordeaux ont été en conséquence annulées, ainsi que le vol quotidien Paris-Papet. Ce mardi était pour la 6e fois en 2 mois une journée perturbée dans les transports en commun de 40 civils. Alors 8 réseaux ont fonctionné à moins de 20%, vous en voyez le détail, de Boulogne-sur-Mer jusqu'à l'autre ville. Et puis ensuite, on a constaté que dans 6 autres cas, les dépôts ont été bloqués par des piquets de grève. On perçoit néanmoins un essoufflement de ce mouvement dès d'une revendication, la retraite à 55 ans. Les syndicats, comme la direction des transports publics, mènent des négociations au niveau national. À Marseille, nos correspondants, Michael Darmon et Christophe Larocca, ont cependant été les témoins d'un certain dialogue. Abribus désert et couloirs sans bruit. 6e épisode à Marseille du conflit des traminots. Mais les journées de grève se ressemblent de moins en moins. Il y a 2 bus qui je vois rouler et il disait qu'il ne devait pas y avoir de bus ni de métro, c'est pas vrai. Un point sur le trafic. Aujourd'hui, 12% des bus et 55% des métros ont fonctionné, comme pour la journée du 11 mai. Alain Gilles, le directeur général de la RTM, estime qu'il a été entendu. J'avais souhaité, j'avais fait passer le message aux partenaires sociaux, que la réponse soit relativement modérée. Et j'ai vu apparaître au fil des jours que le métro pouvait circuler. Le métro transporte quand même 40% de notre clientèle. Donc si le métro circule, c'est quand même un vrai service qu'on rend à la population. Situation étonnante. Cette réunion entre syndicats et direction est obligatoire dans un préavis pour tenter de dénouer les crises. Sauf que là, la négociation est interdite parce que le conflit est national. Alors le dialogue avec les syndicats est codé et sans notre présence. Alors aujourd'hui, sur quoi vous demandez précisément des négociations? C'est la revendication qui est le départ anticipé à la retraite avec une retraite décente pour les gens qui ont atteint un niveau de travail. Et pour nous, c'est clair, c'est la retraite anticipée. Dans ces propos, pas de référence à l'âge de 55 ans. À la RTM, 7% du personnel roulant a atteint cet âge et avec l'ancienneté, on peut aménager ses horaires. Et puis pour les personnes qui ont plus de 55 ans, de nous-mêmes, nous leur donnons 20 jours de congés payés supplémentaires par an. À Marseille, syndicats et direction partagent un point de vue, ce bras de fer dans les transports urbains ne peut pas s'éterniser. Mais voilà, localement, personne n'a le droit de commencer à négocier. C'est la particularité de ce conflit qui peine à trouver une porte de sortie. À Saint-Omer, les jurés de la cour d'assises du Pas-de-Calais ont rendu leur verdict condamnant le hooligan allemand accusé de l'agression du gendarme Nivelle en 98 à Lens à 5 ans de prison ferme. Le procureur avait réclamé 10 ans. Quelles ont été les réactions, Dominique Verdeillan? Écoutez, Claude Sérillon, la joie d'un côté, le désarroi de l'autre, la joie de Marcus Warneke, parce que vous l'avez dit, 5 ans c'est moins que les 10 ans requis par l'avocat général, et compte tenu de ces 3 ans de détention provisoire et des remises de peine, eh bien Marcus Warneke peut espérer être remis en liberté dans une quinzaine de jours. Alors 5 ans de prison assortis d'une interdiction de stade de 5 ans et d'une interdiction du territoire français de 10 ans. Les jurés ont donc considéré que Marcus Warneke avait une responsabilité, mais une responsabilité limitée. Je vous rappelle qu'en Allemagne, en novembre
1999, les 4 autres hooligans ont été condamnés à des peines qui s'échelonnaient entre 3 mois et 10 ans. La joie donc d'un côté, celle de Marcus Warnecke qui a embrassé sa famille après le verdict dans le box, et le désarroi de l'autre. Ce soir, Madame Nivelle a perdu son sourire inébranlable qu'on lui connaissait depuis une quinzaine de jours. Je crois qu'on retiendra de cette fin de procès ce regard un peu triste et un peu perdu de Daniel Nivelle qui semblait ne pas réaliser tout à fait ce qui venait de se passer. Merci Dominique. Les sénateurs examinaient aujourd'hui le projet sur la sécurité quotidienne, déjà débattu et adopté par les députés le 27 avril dernier. Cette notion de sécurité quotidienne fut l'un des thèmes essentiels de la dernière campagne municipale. Laurence Ostolaza et Valérie Lucas ont choisi 2 exemples, Saint-Étienne et Grenoble, villes dirigées par un maire de droite et un maire de gauche, pour tenter de distinguer les politiques respectives en matière de sécurité. Saint-Étienne, sous surveillance vidéo. Ici, tout le monde est filmé, vraiment tout le monde. Il y a 4 mois, la mairie a mis en place un réseau de caméras motorisées qui quadrillent le centre-ville, 17 caméras au total. À terme, il y en aura 35. Elles sont camouflées, discrétion absolue. Je ne savais pas déjà qu'il y avait des caméras ici. Je trouve dommage qu'on soit obligé d'en arriver là. Si ça va pour la sécurité à Saint-Étienne, tant mieux. Discrétion et efficacité. Le taux de criminalité a chuté de 8,5% au premier trimestre 2001. Ces bandes vidéo permettent en effet d'identifier les coupables en cas d'agression. Ici, par exemple, les policiers municipaux localisent un adolescent en possession d'une arme. Ils donnent l'alerte, la police nationale prend le relais pour une interpellation immédiate. Alors, dissuasion ou répression ? C'est surtout un outil de répression lorsqu'il y a constat d'un fait délictueux et qu'ensuite c'est transmis à la police nationale et au procureur qui, comme on l'a fait au stade Geoffroy-Guichard ou dans le tramway, après ont besoin de quelques preuves d'actes de délinquance et notamment d'actes de délinquance pris sur le vif. Répression mais aussi prévention dans les tramways, placés eux aussi sous surveillance, vidéo et humaine, grâce à ces dizaines d'emplois jeunes vêtus de vert qui œuvrent pour le respect du sens civique. Des hommes verts, on en trouve également à Grenoble, ville socialiste qui a vu en 5 ans son taux de criminalité baisser de 11%. La politique du maire, une présence humaine importante, 18 gardes verts dans les parcs et jardins publics, souvent propices au trafic de drogue. Présence également dans les cités, mais ici, ce sont les habitants du quartier eux-mêmes qui assurent la protection des infrastructures, comme par exemple les parkings. Une façon d'impliquer la population et de la responsabiliser sur sa propre sécurité. Autre choix de la municipalité, la coordination des moyens. Cette coordination, elle se fait entre la police nationale, la police municipale, le procureur de la République, le maire de Grenoble, ses élus et l'ensemble du secteur associatif qui joue un rôle considérable sur la ville de Grenoble. C'est la raison pour laquelle tous les protagonistes se réunissent une fois par mois pour aborder les problèmes de la cité afin d'être plus réactifs en cas de situation de crise. Adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la Corse par 287 voix contre 217 et 53 abstentions, comme vient de le dire le président Forny. 23 députés de droite ont voté pour ce projet, dont Raymond Barre et Édouard Balladur, ainsi qu'Alain Madelin. Un rapport d'enquête de la brigade financière du SRPJ de Lyon sur l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, c'était en 1999, tendrait à démontrer que l'on a privilégié la rentabilité à la sécurité. C'est du moins ce qu'affirme l'avocat de l'association des familles des 39 victimes. Affirmation récusée par le président d'Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc. Il s'agit maintenant de comparer les rentrées d'argent et les dépenses effectivement destinées à la sécurité. Reportage Benoît Gadret et Philippe Évêque. Avec 2 millions de véhicules par an, le tunnel du Mont-Blanc était jusqu'à la catastrophe une affaire florissante. En 1998, l'ouvrage réalise 337 millions de francs de recettes pour seulement 33 millions de frais d'exploitation. Certes, la société doit prendre en charge l'autoroute, beaucoup moins rentable, mais la marge dégagée a de quoi faire rêver. L'argent rentre et pourtant les dépenses et investissements en matière de sécurité sont en baisse constante. C'est en tout cas le constat fait par les policiers sur les années 96 à 98. Malgré, semble-t-il, cette absence pratiquement totale d'investissement en matière de sécurité, la direction du tunnel et notamment son président demandaient encore que l'on réduise davantage encore les charges de fonctionnement, ce que confirme un procès-verbal du conseil d'administration de la TMB. Les enquêteurs ont en effet épluché les comptes rendus du conseil d'administration. Ils s'étonnent de, je cite, la faible implication des dirigeants en matière de sécurité. Ce qui a été dit des comptes d'ATMB est parfaitement ridicule.
ne repose sur aucun fondement et procède de l'exploitation de chiffres auxquels on fait dire tout et n'importe quoi. Et je conteste de manière extrêmement énergique tous les commentaires qui ont pu être faits à partir de ce rapport. Les enquêteurs s'interrogent également sur certains contrats passés avec des prestataires de services. Des sociétés dans lesquelles le PDG Rémi Chardon et l'ancien directeur général avaient des intérêts en tant qu'administrateurs. Les deux dirigeants mis en cause font valoir ce soir que ces mandats sont automatiquement liés à leurs fonctions. Y a-t-il eu prise illégale d'intérêt, délit de favoritisme? Une enquête plus poussée pourrait être ouverte. La décision appartient au procureur de Bonneville. Pas de changement à Fourques ce soir, ce village du Gard où les petits propriétaires qui contestent les méthodes de la société immobilière Carpi restent retranchés dans leur maison. Des émissaires de la secrétaire d'État au logement sont bienvenus sur place, mais en vain, et demain, quelques-uns des plaignants seront reçus à Paris par Madame Lindemann. À Reims, demain, devant le tribunal correctionnel, c'est un jeune garçon qui comparaîtra pour avoir accusé faussement son professeur de gym de pratiques pédophiles. L'enseignant n'avait pas supporté ses soupçons, il s'est donné la mort. Depuis, après enquête, l'enfant est revenu sur ses accusations, il risque 6 mois de prison. Récit Florence Bouquillat et Blaise Grenier. Des coupures de presse, quelques photos, c'est tout ce qu'il leur reste de leur ancien collègue, Bernard Hans, professeur d'éducation physique au collège de Montmirail, dans la Marne. Le 10 juin 1997, ce prof de gym s'est tiré une balle dans la tête, anéanti par les accusations d'un élève de 6e qui affirmait qu'il l'avait caressé. 4 ans plus tard, la petite ville de Montmirail ne s'est pas remise du geste désespéré de Bernard. Le connaissant un peu, j'ai compris qu'il n'ait pas pu supporter qu'on l'accuse ainsi. Ça, je l'ai très bien compris. Hein. D'autres auraient peut-être réagi différemment, mais lui, il avait un tel sens de l'honneur. 5 jours après le suicide du prof, l'adolescent se rétracte. S'il a accusé Bernard Hans, explique-t-il, c'est par vengeance. Le prof l'avait exclu du cours de gym pour indiscipline. Demain, l'adolescent, âgé maintenant de 17 ans, devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Reims. Pour la famille Hans, c'est la réhabilitation d'un homme qui se jouera. Ce qu'on espère, c'est que ce jeune garçon avoue franchement avoir menti. Et puis, la sanction, à la limite, je ne dis pas qu'on s'en fiche, mais enfin, elle n'a pas tellement d'importance. Ce qu'on veut, c'est qu'il avoue et puis qu'il n'y ait plus de doute à ce niveau-là. Comment trouver la juste mesure entre la parole de l'enfant, trop longtemps tenue pour quantité négligeable, et l'indispensable présomption d'innocence? C'est ce que la justice tentera demain de définir. L'ancien préfet du Var, conseiller de Charles Pasqua, Jean-Charles Marchiani, mis en examen dans l'enquête sur le trafic d'armes vers l'Angola. Il est poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Révélation France 2 sur les soupçons de complicité policière ayant bénéficié à Alfred Sirvin lors des derniers jours de sa cavale aux Philippines. Alfred Sirvin aurait bien été protégé par des membres de la hiérarchie policière, entravant ainsi le travail des juges d'instruction. Enquête Olivier Caroff et Jean Nicolas. Qui a protégé Alfred Sirvin? Qui l'a aidé dans sa longue cavale aux Philippines? Depuis son arrestation en février dernier, la question hante les enquêteurs de l'affaire Elf. Aujourd'hui, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, très proche du dossier, rompt le silence. Il nous a reçus à une condition, le respect total de son anonymat. J'ai acquis la conviction qu'il y avait eu des tentatives de fait à partir de Paris pour empêcher l'arrestation d'Alfred Sirvin. Cette femme en est la preuve. Lorna Munecom vit à Paris, c'est surtout une grande amie de Vilma, la compagne d'Alfred Sirvin. En octobre 2000, elle devait se rendre à Manille. Pour les enquêteurs, une aubaine. C'était leur meilleure piste pour les mener à Sirvin. Mais lorsqu'elle vient retirer son billet au guichet de la Cathay Pacifique, on lui apprend qu'il y a un gros problème. J'ai eu avec le Cathay, avec la commerçante de Cathay, que je ne peux pas partir parce qu'ils ont eu le coup de fil de la police. Je ne sais pas quel secteur, qu'ils ne peuvent pas me donner le billet. Plus étonnante encore, la police la convoque la veille de son départ pour un vieux problème de chéquier. Elle ne pourra pas prendre l'avion. Dommage. Nous avions l'espoir, en la prenant en filature ou en l'interviewant à son arrivée à Manille, de pouvoir remonter aisément jusqu'à Vilma et par conséquent jusqu'à Sirvin.
Ratage inexplicable alors que les juges chargés de l'affaire Elf avaient bien pris soin d'alerter la plus haute hiérarchie policière. Ce document soulignait l'importance du voyage de Lorna. Il est impératif qu'une cellule de policiers soit opérationnelle avant le 18 octobre, date d'arrivée aux Philippines de Lorna Munecom, qui doit rencontrer Vilma Medina. Échec difficile à digérer pour Eva Joly, d'autant qu'un peu plus tard, un autre service de police va tenter de l'orienter sur une fausse piste. Les renseignements généraux ont retrouvé des passeports au Liban. Nom d'emprunt, faux numéro de série, mais les photos correspondent bien à Alfred Sirvin et à Vilma Medina. Pour un ancien membre des services de renseignement, c'est une manipulation, et le petit monde de l'espionnage s'en était bien rendu compte. Le 15 janvier, un fonctionnaire des renseignements généraux rencontre un fonctionnaire de la DGSE pour confirmer l'information. Et je sais que la DGSE connaissait cette information depuis le 13 janvier et qu'elle n'y avait pas ajouté crédit en raison de la source. Quelle est cette source? C'est un spécialiste de la production de vrais faux passeports. C'est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur? Un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. D'anciens policiers à la rescousse d'Alfred Sirvin, l'information est aujourd'hui particulièrement sensible. Depuis son départ des Philippines, il refuse de collaborer avec la justice. Pour les juges, débusquer ses protecteurs, c'est sans doute une des clés de l'énigme Sirvin. Pas de réponse au ministère de l'Intérieur ce soir, sollicité par nos soins. À Jérusalem, le Premier ministre israélien Ariel Sharon vient de s'adresser à ses concitoyens et au-delà aux différentes parties du conflit au Proche-Orient. Ariel Sharon demande un arrêt immédiat des violences à Yasser Arafat et appelle à un retour aux négociations et aux discussions de paix avec les différents pays voisins d'Israël. Dans ce conflit, et pour la première fois depuis bien longtemps, il semble que l'on puisse constater un rapprochement des positions diplomatiques des États-Unis ou de l'Europe, en particulier avec celle de la France. Explication Jean-Marc Ilouz et Christian Houtin. 2 mois à peine après la paix manquée de Camp David, il suffira d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. En septembre 2000, la présence du général Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem va déclencher un nouveau soulèvement général des Palestiniens dans les territoires occupés. Combat de rue, répression, assassinats et représailles, les Israéliens élisent un partisan de la manière forte, le général Sharon. Mais les affrontements vont continuer. 561 morts en 8 mois, dont 460 Palestiniens. La communauté internationale ne peut que déplorer. La semaine dernière, après un nouvel attentat palestinien dans un supermarché, Israël envoie ses chasseurs bombardiers. C'est désormais toute la région qui risque de s'embraser. Du coup, la nouvelle administration américaine sort enfin de sa torpeur. Bush ne jouera pas les pompiers comme Clinton, mais ses ministres s'engagent à soutenir les efforts de médiation du sénateur Mitchell. Les propositions Mitchell acceptées par les Palestiniens ne sont pas rejetées par les Israéliens. Une lueur d'espoir à laquelle veulent s'accrocher fermement les Européens. Les conclusions de la commission Mitchell, son rapport, viennent de surprendre par leur netteté, leur précision, leur courage. Ils disent des choses très précises aux Palestiniens et aux Israéliens sur ce qu'ils doivent faire les uns et les autres pour arrêter l'engrenage et reprendre la recherche d'une solution politique. Ils mettent les uns et les autres devant leurs responsabilités. Il faut travailler sur la base de ce rapport Mitchell et je vois dans ces propositions une convergence possible qui est en train de se former, avec un petit mouvement des États-Unis notamment, entre les États-Unis et l'Union européenne. Pour l'instant, ces efforts concertés Europe-États-Unis n'ont pas convaincu le Premier ministre israélien. Il refuse ce soir de geler la construction de ses colonies. Pour rechercher un cessez-le-feu concret, Yasser Arafat sera demain à Paris. Ariel Sharon, lui, sera en France le 6 juin. Impressionnantes inondations en Sibérie. Les eaux du fleuve Lena ont envahi une partie des abords de la ville de Yakoutsk et puis ceux de la région de Lensk. Des villages ont été dévastés, les habitants sont réfugiés dans les forêts, mais ils n'attendent rien de Moscou, comme ont pu le constater Volodya Poliansky et Sacha Baranov avec Dominique Derda à Moscou. Igor a tout perdu. De sa maison, il ne reste rien. Emporté par les flots, comme celle de ses voisins dans ce village des bords de la Lena. En sortant de son lit, le fleuve a tout arraché sur son passage. Le courant a tout déposé ici. Tout ce qui se trouvait là-bas, près du stade, s'est retrouvé entassé là. Et puis quand la deuxième vague est arrivée, elle a balayé les maisons un peu plus loin qui restaient encore debout.
150 familles vivaient à Saldikel, près de 600 personnes. Il y avait une école, un jardin d'enfants, des magasins. Tout est là. La petite communauté s'est repliée à l'intérieur des terres, dans la taïga, loin des berges. Chacun a pris ce qu'il a pu et nul ne sait aujourd'hui combien de temps encore ils vont devoir camper ici. Bientôt, aux premières chaleurs de l'été, les nuées de moustiques rendront insoutenable la vie dans la forêt. D'ici là, ils tentent de survivre comme ils le peuvent. La plupart n'ont d'autres vêtements que ceux qu'ils portaient sur eux lorsqu'ils se sont enfuis. Réfugiés sous des abris de fortune, ils savent qu'il ne faudra rien attendre de Moscou avant longtemps. Dans la lointaine Sibérie, ils ont appris depuis toujours à ne compter que sur leurs propres forces et sur cette solidarité qui veut que l'on partage le peu qu'il vous reste. Je ne pense pas malgré tout que tous voudront quitter la région. Bien sûr, ceux qui une fois, deux fois, trois fois ont cru voir leur dernière heure arriver, ceux-là s'en iront. Mais la majorité probablement restera, tout simplement parce qu'ils sont nés ici. Aux abords du campement, ce matin, on a porté en terre le corps d'Alexandra Vzikina. C'était l'une des institutrices de Saldikel. Elle s'était réfugiée sur le toit, mais quand la seconde vague est arrivée, elle est tombée à l'eau. Les habitants de Lensk, à 60 km, eux aussi comptent leurs morts. Selon un premier recensement, 5 personnes auraient péri noyées, 2 autres seraient encore portées disparues. Au lendemain de la catastrophe, on parle de reconstruire la ville un peu plus loin, sur les hauteurs. Car tous désormais craignent que ce que l'on appelle déjà la crue du siècle ne se reproduise plus souvent. Une belle réussite pour l'opération dirigée par Bernadette Chirac. La campagne Pièce jaune a permis en effet de récolter 65 millions de francs en faveur des enfants hospitalisés, presque 50% de mieux que l'année précédente, avec l'appui de David Douillet. On a appris le décès de Diane Barrière de Seigne, héritière et présidente du groupe Lucien Barrière. Âgée de 44 ans, elle avait été victime il y a 6 ans d'un très grave accident d'avion qui l'avait laissée tétraplégique. Malgré tout, Diane Barrière s'était battue avec beaucoup de courage pour survivre et diriger son groupe hôtelier. C'est un véritable géant sportif et télévisuel qui vient de naître avec la fusion de filiales des groupes Vivendi, Bertelsmann et Jean-Claude Darmon. Ce groupe a une valeur de plus d'1 milliard d'euros. Il négocie les droits de retransmission sportive et détient sous contrat des centaines de clubs sportifs dans le football, mais aussi dans le basket et le handball. Explication Nathanaël de Rinxin et Grégoire Ozina. L'image des champions du monde a encore pris de la valeur. Les Bleus n'ont pas gagné de match. En revanche, le groupe Darmon, chargé de vendre l'image de 7 équipes de France, vient de fusionner avec 2 des plus grosses sociétés de droits sportifs au monde. Sport Plus, filiale de Canal Plus et de Vivendi, UFA Sport, filiale de RTL Group, détenue par Bertelsmann. Une équipe de choc qui va désormais veiller sur les intérêts de plus de 300 clubs de football en Europe, ainsi que d'une quarantaine de fédérations nationales. Sport Plus, créé en 1998, vend les droits télévisés de 5 des plus gros championnats européens de football. UFA Sport était jusqu'alors une société concurrente spécialisée dans le marketing. Pour ce mariage, UFA Sport arrive avec dans son trousseau des contrats concernant plus de 300 clubs européens de football. Le groupe de Jean-Claude Darmon apparaît comme le parent pauvre de cette union. C'est pourtant la société du Français cotée en bourse qui sert de terrain d'entente. Le nouveau groupe emploiera 400 personnes et mise sur un chiffre d'affaires annuel de 570 millions d'euros, soit un peu plus de 3,5 milliards de francs. L'intérêt de cette fusion, c'est d'avoir accès, pour une société française comme Sport Plus et Jean-Claude Darmon, à des événements mondiaux. Donc pour moi, qui suis un amoureux du football, avoir accès à la Coupe du Monde, avoir accès aux championnats d'Europe, avoir accès aux Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Je ne pouvais pas le faire seul. Grâce à cette fusion, le groupe Darmon pourra concurrencer une société comme Kirch Sport, filiale du groupe allemand Kirch, détentrice, entre autres, des droits télévisés des Coupes du Monde 2002 et 2006. À l'heure où certains pays doivent payer plus d'1 milliard de francs pour avoir le droit de diffuser la prochaine Coupe du Monde, l'émergence de ce nouveau groupe va peut-être entraîner une baisse du prix des droits du sport. Elle permettra surtout à Vivendi et Bertelsmann de mieux contrôler les coûts des programmes sportifs qu'ils diffusent sur leur chaîne. Le ministre de l'Intérieur a l'intention d'imposer l'immatriculation des cyclomoteurs. Comme pour les grosses cylindrées, cette immatriculation est une mesure pour la sécurité quotidienne, mais aussi la lutte contre la pollution, dit le ministre. Reportage Marc Maisonneuve et Ludovic Tourte. Scooters ou petites motos, ce sont les cyclomoteurs. La seule différence avec les vraies motos, les grosses, c'est l'immatriculation et le permis de conduire. Pour avoir l'immatriculation, on leur demandera peut-être une sorte de petit permis, donc une meilleure sécurité, une meilleure connaissance pour eux, pour les parents, pour les assurances.
Aujourd'hui, il suffit d'avoir 14 ans, un peu plus de 10 000 francs en moyenne et une assurance. Chaque année, ils sont un peu plus de 70 000 nouveaux conducteurs à rouler en cyclomoteur. Ça va faire plus de cyclomoteurs assurés. Nous pensons que ça peut, en responsabilisant mieux les conducteurs, faire baisser les accidents. Donc ça permettra de beaucoup mieux maîtriser les primes pour les clients. Pour l'instant, il est difficile de fixer la date d'application de cette mesure, d'autant que les préfectures vont devoir faire face à un afflux considérable de demandes de cartes grises. Près d'un demi-million au moins. C'est une curiosité inédite pour les épreuves du baccalauréat 2001. À Châtellerault, 10 élèves ont choisi l'option art du cirque, dont l'épreuve de la piste a lieu demain. Hélène Hugues et Guillaume Michel ont assisté aux dernières répétitions de ces candidats singuliers. Est-ce qu'il y a eu un premier homme? Est-ce qu'il y a eu une première culture? Est-ce qu'il y a eu une première ethnie? Ils sont en cours, mais leur esprit est ailleurs. Et même si au bac littéraire, la philo compte beaucoup, coefficient 7, l'épreuve est dans plus de 2 semaines. Avant cela, ils devront passer ce que l'éducation nationale appelle une option, pour eux, une passion, les arts du cirque. Dernière séance de révision aujourd'hui, ou plutôt répétition. L'épreuve, c'est demain. Ça va marcher, j'espère. Ça fait 3 ans qu'on est là, quoi, donc ça marche. Depuis leur entrée en seconde, ils s'y préparent. 10 heures d'enseignement par semaine, en plus du programme scolaire. Chacun a choisi sa spécialité en première. Jongleurs, acrobates ou équilibristes, ils ont créé leur numéro, l'ont travaillé. Ils n'ont pas droit à l'erreur pour leur première représentation. Leur public, c'est le jury du bac. C'est le trac d'un spectacle parce qu'on va le faire devant un public. Donc ça, c'est forcément le trac d'un spectacle. Et puis, il y a l'angoisse du bac parce qu'on sait qu'on a une note là-dessus et que ça va dépendre après de notre avenir, quoi. L'avenir pour la plupart de ces élèves sera tourné vers le cirque. Mais titulaires d'un baccalauréat littéraire, ils conserveront de nombreuses autres possibilités d'orientation. Toutes les activités d'un élève qui réussit un bac littéraire, plus les activités liées au cirque, donc on double les potentialités de poursuite d'études après le bac. C'est donc une chance extraordinaire pour ces élèves. Avec ces atouts, les premiers bacheliers option art du cirque n'auront plus qu'à se lancer dans la vie. Encore une fois, sans filet. Ce fut une grande fête dans Saint-Germain-des-Prés à Paris aujourd'hui à l'occasion des 10 ans de la disparition d'Antoine Blondin. L'homme avait des amis, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le sport, la littérature, le cinéma. Il a donc été célébré bruyamment lors d'un marathon de bistrot particulièrement joyeux. Reportage Dominique Barouche et Marie Cazot. Dans ce marathon-là, on marche moins qu'on ne boit. Il faut parcourir 42 barres et non 42 km et lever le coude plutôt que les jambes. Une compétition déjà pratiquée par Antoine Blondin lui-même. Aujourd'hui, ses amis remettent ça. Même les rugbymen jouent les prolongations. Les troisième mi-temps, c'est la même chose. S'il y a troisième mi-temps, c'est qu'il y a eu un grand match auparavant et qu'on est tenu généreux et heureux. L'alcool rend les égéries, ses compagnes de virée, un brin nostalgique. Quand je l'ai rencontré la première fois, j'avais été extrêmement émue. Je ne savais pas quoi dire, j'étais une petite fille. Donc vous l'avez rencontré d'abord comme écrivain et après comme ami? Non, je l'ai d'abord rencontré comme personne. Et je vais être en quel siège bientôt? Nous sommes à Saint-Germain-des-Prés à Paris, qu'Antoine Blondin considérait comme sa plantation de bar tabac. Je ne suis pas un écrivain qui boit, je suis un buveur qui écrit, disait-il. En 8 livres, dont 5 romans, il a pourtant marqué la littérature française avec son style aigre-doux. Pour lui rendre hommage, 10 ans après sa mort, même les All Blacks sont venus de Nouvelle-Zélande. Toute la tribu s'est rassemblée devant Saint-Sulpice, autant Anouk Aimé que ses copains de bistrot. J'ai peu de chance de le rencontrer ou à l'Académie française ou même dans les librairies, c'était plutôt dans les bistrots. C'est pas une fête de bastringue, c'est une fête d'hommes qui savent justement prendre la dérision. Cela imite carrément Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo dans le Saint-Jean-Hiver. L'hommage est autant festif que littéraire. La police marche derrière. Voilà, le nouvel album de Louis Chédid, le voilà, il s'intitule Bouc Bel Air, c'est son 14e, mais il s'est fait attendre cet album. Il est vrai que Louis Chédid cultive une certaine nonchalante bonne humeur et qu'il est allé jusqu'à Londres pour enregistrer ses nouvelles chansons. Reportage Béatrice Blondeau et Thierry Breton. Chez Louis Chédid, il y a l'homme que l'on croit connaître, paisible, tranquille, sûr de lui.
Et puis, il y a le Louis Chédid que l'on connaît moins. Un chanteur qui, même après 28 ans de carrière, doute toujours à chaque nouvel album. Quand on en arrive au 10e, 12e, 13e, 14e album, bon, bah, c'est sûr que on se pose plus de questions au démarrage, de se dire qu'est-ce que je vais bien encore pouvoir raconter. Et on a des petites périodes de doute au début. Et puis après, ça vient, quoi. C'est comme un... Il y a une chanson qui arrive, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis voilà, et puis c'est reparti. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Louis Chédid, un artiste qui aime tout prévoir, tout calculer. Un chanteur tellement perfectionniste qu'il lui aura fallu 4 ans pour préparer son retour. 4 longues années pendant lesquelles Louis Chédid écrivait, composait, pour finalement enregistrer son 14e album dans l'un des meilleurs studios de Londres. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la surprise que lui feraient là-bas ses amis. Je suis arrivé un jour à Londres et en pensant aller dans un autre studio. Je me disais d'ailleurs dans un coin de ma tête, je me disais c'est vraiment dommage de ne pas aller à Abbey Road pour une fois que... Abbey Road Studio. Ah c'est là Abbey Road? On est à Abbey Road là? Abbey Road, le studio mythique des Beatles. C'est là qu'un beau jour l'attendent quelques 26 musiciens, avec dans leur corps d'un joli cadeau, Monsieur David Whittaker en personne, l'un des arrangeurs les plus célèbres de la pop anglaise. Une fois n'est pas coutume, pour ce nouvel album, Louis Chédid a donc choisi de s'entourer, de multiplier les collaborations. Mais au final, sa musique ne ressemble qu'à lui, à la fois sophistiquée et tranquille. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Tout d'abord, les manifestations à l'initiative de la seule CGT. Des milliers de personnes ont manifesté à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Lille pour exiger une meilleure protection des salariés face au licenciement. La CGT, mais aussi le Parti communiste, poursuivent en effet leur pression sur le gouvernement Jospin à propos de la loi dite de modernisation sociale. Et puis le verdict des jurés de la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Ils ont décidé 5 ans ferme contre le hooligan allemand ayant participé à l'agression du gendarme Nivelle en 1998 lors de la Coupe du Monde à Lens. La météo dans quelques secondes avec Patrice Drevet, suivi d'un point route exceptionnel avec Valérie Maurice en raison des départs du jeudi de l'Ascension. Je vous recommande bien sûr la deuxième partie d'un pique-nique chez Osiris avec Dominique Blanc, Dominique Raymond et Marina Hans. Le dernier journal de la rédaction, c'est à minuit 55 avec Laurence Piquet. À 13h, vous retrouverez demain Gérard Ross. À demain 20h. Bonsoir. Merci.